Monsieur le ministre, cher Patrick, Madame la ministre, chère Charlotte, Monsieur le président de l'Université Paris-Cité, Monsieur le président de la Conférence des doyens de santé, Mesdames, Messieurs les doyennes et doyens, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames les directrices d'école de maïeutique, Monsieur le président de l'association didactique, cher Pascal Jacob, Mesdames, Messieurs. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous ici ce matin pour l'ouverture de ces 7e États généraux de la formation de la recherche médicale dans ce beau campus de Saint-Germain-des-Prés. Et je souhaite immédiatement remercier les organisateurs de cette nouvelle édition des États généraux pour ces moments d'échange précieux qui réunissent les acteurs de la formation et de la recherche en santé. Vous le savez bien, en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mon ministère a la responsabilité de former les professionnels de santé et de promouvoir la recherche et l'innovation. Et pour tout vous dire, ce sont des enjeux essentiels pour mieux répondre aux besoins de notre système de santé, mais aussi réduire quelque chose qui m'est cher, les inégalités d'accès aux soins. Alors, en matière de formation, nous avons 3 défis à relever. Former plus, former mieux, former partout. Former plus d'abord. En France, comme dans les autres pays d'Europe, le vieillissement de la population et le besoin croissant de soins impliquent de pouvoir compter sur davantage de professionnels de santé, nous le savons tous. C'est pourquoi nous devons poursuivre les mesures fortes engagées ces dernières années pour accroître le nombre de professionnels en formation. Les premiers résultats sont là. Le nombre d'étudiants admis dans les études de médecine, d'odontologie, d'infirmiers et d'aides-soignants ont considérablement augmenté. La suppression du numerus clausus, initiée dès 2019, a permis d'augmenter le nombre d'étudiants admis en médecine pour atteindre les 11 000 étudiants par an. Pour l'odontologie, plus de 1 400 étudiants sont désormais admis chaque année. Mais nous devons aller plus loin, notamment en accompagnant la création de postes hospitalo-universitaires ou en proposant des investissements hospitaliers d'ampleur pour les nouveaux centres dentaires, par exemple. Nous le savons, les formations médicales sont longues. Les effets de ces mesures prennent du temps, mais les premiers résultats arrivent et à partir de 2026, la filière médicale, par exemple, se renforce grâce à une arrivée importante d'internes. Ces chiffres sont encourageants et démontrent que les actions menées portent leurs fruits, et c'est pourquoi je souhaitais les partager avec vous et d'ailleurs vous remercier parce que c'est vous qui mettez en œuvre, bien entendu, toutes ces évolutions. Cependant, j'ai bien conscience que tous les secteurs ne progressent pas au même rythme. Je pense notamment aux difficultés rencontrées pour former suffisamment de pharmaciens. Je sais que grâce aux travaux que vous menez collectivement pour faire évoluer les études pharmaceutiques, vous avez su retrouver de l'attractivité. Ce travail doit continuer et vous ne le mènerez pas seul. Le gouvernement a agi, nous avons décidé de réformer le 3e cycle des études de pharmacie, ce qui doit permettre d'augmenter l'attractivité de la filière officinale. Je pense également aux sages-femmes, pour lesquels les effectifs sont encore trop réduits. C'est pour mieux prendre en compte les évolutions du métier et renforcer l'attractivité de la filière maïeutique qu'une réforme importante à la fois arrive pour élargir les compétences et pour allonger la durée de leur formation à 6 ans. Évidemment, déterminer le bon nombre d'étudiants à former pour chaque filière reste une question complexe, mais c'est une question essentielle. L'important est de faire en sorte que dans les 10, 20, 30 ans à venir, nous ne nous retrouvions pas dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés par manque de prospective dans l'établissement du nombre d'étudiants à former. Et je sais que ce sont des sujets qui vous importent et comme en 2021, des concertations régionales et nationales vont être lancées, vous serez bien sûr invités à y participer et je sais pouvoir compter sur vous. Former plus donc, mais aussi former mieux.
Au-delà des questions d'effectifs, notre défi le plus complexe reste la couverture de la totalité du spectre des besoins de santé. Certaines spécialités ou certaines spécificités souffrent d'un manque d'attractivité alors qu'elles sont essentielles. Je pense par exemple à la santé scolaire. Je pense à la prévention, qui est un véritable enjeu d'avenir pour notre système de santé. Je pense au grand âge et à ses besoins, je pense au handicap, je pense à la santé au travail ou encore aux soins palliatifs. Je pense aussi à la santé mentale, que le Premier ministre a érigée en grande cause nationale 2025 et dont vous connaissez les difficultés. Je serai particulièrement attentive à l'orientation de davantage d'étudiants dans ces champs spécifiques, mais aussi à ce qu'un plus grand nombre d'étudiants puissent les découvrir pendant leurs études. Former plus, former mieux et enfin former partout. Les inégalités de répartition territoriale touchent toutes les professions de santé et sont d'autant plus marquées chez les médecins. En France comme à l'étranger, nous constatons depuis des années qu'il existe un lien fort entre lieu de formation et lieu d'exercice. En ce sens, une politique de rééquilibrage territorial des postes d'internes a été opérée depuis plusieurs années au profit des territoires qui en ont le plus besoin. Nous devons continuer nos efforts car d'importantes disparités demeurent, notamment à l'échelle infrarégionale. Contrairement aux formations paramédicales, les formations médicales sont concentrées dans les CHU et les grandes villes. Les jeunes praticiens s'installent ainsi davantage dans les métropoles et les grandes villes ou à proximité. Je suis très sensible à cet enjeu, qui est un enjeu en définitive d'accès aux soins à l'arrivée, et reste convaincue de la nécessité de mieux répartir les capacités de formation et d'encadrement universitaire, bien sûr, au sein des territoires, des maisons de santé pluridisciplinaires, des CPTS ou encore, bien sûr, des groupements hospitaliers de territoire. Je souhaite à ce titre revenir sur la réussite des expériences de territoires universitaires de santé, qui sont unanimement saluées par les acteurs territoriaux. Ces organisations démultiplient les capacités de formation, mais aussi de recherche, et permettent d'élargir le concept de stage universitaire. Associer ces expériences aux formations paramédicales offre la possibilité aux campus de santé territoriaux de renforcer l'approche pluriprofessionnelle de leur formation et de mieux partager les compétences entre acteurs de santé. Je crois que c'est un cercle vertueux pour l'attractivité des territoires, c'est aussi un cercle vertueux pour nos étudiants et leur future vie professionnelle. Dans le cadre du programme Hippocrate qui a été annoncé par le Premier ministre, nous irons plus loin pour améliorer l'accès aux soins dans tous les territoires et nous construirons cela avec vous. Et je porte aussi beaucoup d'espoir sur la 4e année d'internat en médecine générale et les médecins juniors qui se préparent et qui devraient démarrer dans l'année 2026. Nous construirons ce programme en lien avec les collectivités locales qui sont très préoccupées par l'accès aux soins de leurs patients, avec les professionnels de santé, avec vous bien sûr et avec tous les acteurs concernés. Notre mission collective, c'est faire venir des médecins et des professionnels de santé partout où il en manque et plutôt les faire venir parce qu'ils ont envie de venir plutôt que de les contraindre. Je vous ai beaucoup parlé de formation, mais je n'oublie pas, bien sûr, la recherche et l'innovation qui constituent l'autre versant de vos États généraux. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le ministère de la Santé s'engage chaque année en versant 2 milliards d'euros aux CHU, CH et centres de lutte contre le cancer en soutien aux activités de recherche et d'enseignement. Nous portons aussi différents programmes à hauteur de 200 millions d'euros par an sur des sujets tels que la recherche translationnelle, la recherche clinique, la recherche médico-économique, la recherche en soins primaires, la recherche sur la performance du système de soins ou encore la recherche en soins infirmiers et paramédicales. Les exemples ne manquent pas. Je citerai pour finir le plan France Génomique 2025 que nous portons avec les ministères chargés de la recherche et de l'industrie
Il vise à développer encore davantage la médecine personnalisée et prendre en compte les dernières innovations pour accroître les capacités à séquencer le génome. Il mérite que nous lui donnions un nouvel élan. Tous ces investissements sont conséquents, mais ils sont surtout absolument nécessaires. Ils permettent des progrès concrets pour la santé de nos concitoyens et nous devons bien sûr les poursuivre. Et puis, je voudrais dire un mot enfin sur la charte Romain Jacob que j'ai le plaisir de regarder signer, d'être dans le dos des signataires ce matin. Bien sûr, dans mes précédentes fonctions comme ministre chargé des personnes handicapées, j'ai pu éprouver à de nombreuses reprises l'utilité et l'efficacité de cette charte et je sais que la ministre Charlotte Parmentier est totalement investie dans le domaine. Je veux féliciter pour leur engagement l'ensemble des doyens de médecine et les directeurs d'école de maïeutique qui portent cette signature. Très simplement parce que cette charte est utile et qu'elle permet de dire que l'on prend en compte toutes les spécificités de notre population, de chaque personne et particulièrement des personnes bien sûr en situation de handicap. Et puis j'en profite très simplement pour saluer le travail remarquable mené par Andy Dactic et Pascal Jacob, qui je sais est un pèlerin de son action dans la promotion de cette action qui marche sans arrêt et qui arrive à des résultats absolument extraordinaires. Merci, cher Pascal. Donc sur ces sujets, mon engagement, bien sûr, restera total parce que l'accès aux soins des personnes handicapées concerne aussi, bien sûr, le ministère de la Santé. Donc je tiens toutes et tous à vous remercier pour l'ensemble de vos engagements dans la formation des futurs professionnels, dans la recherche, au service de l'accès aux soins pour tous, partout sur les territoires. Je vous sais investis et je sais qu'ils feront l'objet de nombreux débats pendant ces 2 journées. Je vous souhaite d'excellents débats et je serai heureuse d'avoir les conclusions de ces débats parce que je pense qu'ils nous permettront d'avancer aussi et qui seront d'une aide précieuse pour envisager, nous aussi, les politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Je vous remercie. Très bonne journée à tous.